Bonjour et bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un univers et franchement, il faut s'accrocher. Ah oui, là on entre dans le dur, hein. On va explorer la pensée d'une chaîne YouTube qui s'appelle Pureté en soi. Nos sources, c'est une collection de transcriptions de ses vidéos et c'est un monde philosophique dense, souvent, brutal. Et plein de contradictions apparentes. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Notre but, c'est pas de tout comprendre, mais de tenter de percer un peu le mystère de cette pensée. Et pour s'y retrouver, on va prendre une vidéo en particulier comme fil rouge. Savoir se situer. C'est ça. Ce titre, il semble être la clé de voûte de tout son système. Pour comprendre ce que ça signifie vraiment, on va devoir déconstruire, avec vous, 3 concepts fondamentaux qu'il martèle sans cesse. D'accord. D'abord, l'équilibre entre l'orgueil et l'humilité. Ensuite, la différence entre l'amour réel et l'amour synthétique. Et enfin, pourquoi cet acte de se situer est si vital. Avant même de commencer, je pense qu'il faut poser le cadre. Le style de l'auteur est une partie intégrante du message. Ah, ça c'est sûr. Le langage est direct, souvent cru, parfois volontairement agressif. Il ne cherche absolument pas le consensus ou le réconfort. Non, on n'est pas là pour ça. L'objectif affiché, c'est de provoquer une prise de conscience par le choc. C'est une tentative de briser ce qu'il appelle le réel synthétique pour forcer à voir une vérité plus fondamentale, même si elle est dérangeante. C'est une philosophie de la confrontation. Claire, il faut s'attaquer à sa redéfinition de 2 mots qu'on croit tous connaître, l'orgueil et l'humilité. Oui, il semble rejeter complètement les définitions classiques de modestie ou d'arrogance. Alors, c'est quoi le juste milieu pour lui? Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'il déplace complètement le débat. Pour lui, ce n'est pas du tout une posture sociale, une façon de se comporter avec les autres. D'accord, ce n'est pas tourné vers l'extérieur. Pas du tout. C'est une question de sincérité absolue et radicale avec soi-même. Un alignement purement interne. La définition la plus claire, elle vient de la vidéo Homonculus. Oui. Il décrit l'humilité comme un équilibre parfait entre 2 consciences. D'un côté, il faut, et je cite, « ne pas se prendre pour ce que tu n'es pas présentement ». C'est-à-dire un être limité, imparfait. Voilà, dans un monde qu'il qualifie de corrompu. Et de l'autre, en même temps, il faut se souvenir de ce que tu as toujours été, c'est-à-dire l'origine, le créateur, la nature divine. Attends, pour être sûr de bien comprendre, appliquons ça à un truc concret. Disons que je rate un projet important au travail. D'accord. L'humilité, dans ce sens, ce serait d'admettre « Ok, présentement j'ai échoué, je suis faillible, je suis limité », sans pour autant sombrer dans le « je suis complètement nul ». Exactement. Parce que je garde en tête mon potentiel fondamental, cette nature divine dont il parle. C'est bien ça. C'est une excellente application, tu saisis parfaitement la nuance. C'est cette double conscience en action. Et la vidéo Le Cube renforce cette idée, en disant que la clé, c'est la sincérité. La sincérité avec soi-même. Être humble, c'est être sincère avec soi-même sur son état actuel. C'est admettre, pour reprendre son jargon, que dans la trame présente, on n'est pas encore fusionné, on n'est pas l'être accompli. Ce n'est pas de l'autoflagellation, Non, c'est un diagnostic lucide. mais c'est un chemin de crête incroyablement étroit. Concrètement, comment on sait si on bascule d'un côté ou de l'autre? La ligne semble vraiment floue. Il aborde précisément ces pièges dans Savoir se situer. L'excès d'humilité, au sens où on l'entend d'habitude. La fausse modestie, se rabaisser. Voilà. Ça mène à la soumission. Ça mène à s'éteindre, à ne plus oser rayonner sa propre puissance. Et à l'inverse, l'excès d'orgueil, c'est la croyance aveugle qu'on est rendu. Qu'on est arrivé au bout du chemin. C'est ça. Qu'on n'a plus rien à apprendre ou à intégrer. C'est une posture de domination qui, paradoxalement, stoppe net toute progression réelle. Et c'est pour ça que la source Le Potentiel fait une distinction très nette entre la confiance et l'orgueil. Ce n'est pas la même chose du tout. Pas du tout, et c'est un point crucial. Il y est dit que la confiance en soi, c'est du savoir. C'est une certitude interne qui n'a pas besoin de validation extérieure. Ok. L'orgueil, en revanche, est décrit comme une dynamique de domination. C'est quand on utilise sa position pour rabaisser l'autre. Il pousse la logique très loin. Oui. En disant que rappeler à quelqu'un son état de corruption, ce n'est pas forcément de l'orgueil, ça peut même être un acte d'amour du soi. Ah oui, quand même. Et pour finir, dans ce qui suit la mort, il précise que le véritable orgueil, le plus grand, c'est de croire qu'une immense puissance n'entraîne pas une conséquence absolument titanesque. Donc la lucidité sur sa propre puissance et la responsabilité qui va avec, ce n'est pas de l'orgueil. C'est le contraire. D'accord, je vois. Au fond, c'est une réponse très particulière à cette question que tout le monde se pose.
Comment avoir confiance en soi sans devenir un imbécile arrogant? Oui, sa réponse est en maintenant constamment cette double vision. Conscience de son potentiel infini et conscience de sa limitation actuelle. L'un sans l'autre mène soit à la domination, soit à la soumission. C'est exactement ça. L'équilibre n'est pas un état stable, c'est une tension dynamique à maintenir à chaque instant. Cette idée d'honnêteté radicale avec soi-même, ça m'amène à un autre concept qui est tout aussi décapant. Je vois où tu vas en venir. C'est sa vision de l'amour. Il y a une opposition très forte chez lui entre ce qu'il nomme l'amour réel et l'amour synthétique. Et sa description de l'amour réel est tout sauf ce à quoi on s'attendrait. Oui, on entre dans la partie la plus provocatrice de sa pensée. Pour lui, l'amour synthétique est une illusion dans laquelle nous baignons tous. 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 C'est une forme d'amour conditionnelle, dépendante, qui se déguise souvent en bienveillance, en positivité à tout prix. Dans plusieurs vidéos, il le décrit comme une drogue, une extase synthétique. Il dit même qu'être trop dans l'amour est infect. C'est ça. C'est un mot très fort. Ça fait penser un peu au concept de people pleasing ou de la codépendance en psychologie, mais poussé à un extrême métaphysique. C'est une très bonne analogie. C'est exactement ça. Il l'associe à la positivité naïve du l'amour merveilleux tous ensemble, au sacrifice de soi pour l'autre et à la soumission pour préserver une relation. Un amour qui cherche à plaire, pas être vrai. Voilà. Et la distinction la plus simple, il la donne dans ce qui suit la mort. L'amour synthétique est dépendant, l'amour réel est libre. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que ça devient vraiment perturbant. Je pense à ce passage de co-création occulte qui m'a marqué, où il donne cet exemple extrême de foutre quelqu'un dans le coma par amour. Oui. Pour préserver l'harmonie. Ma première réaction, et je pense celle de beaucoup de gens, c'est de se dire que c'est une rhétorique de gourou, une justification de la violence pure. Comment on peut interpréter ça autrement? C'est une réaction tout à fait légitime. Il faut comprendre que c'est un exemple volontairement hyperbolique, conçu pour choquer et forcer à réévaluer la définition même de l'amour. D'accord, c'est une provocation. C'est une provocation? L'idée qu'il essaie de faire passer, c'est que l'amour réel, dans sa philosophie, n'a rien à voir avec la gentillesse ou le confort. Son but ultime n'est pas de faire plaisir, mais de préserver l'intégrité, la justesse. L'harmonie vibratoire, comme il dirait. Exactement. C'est l'un des 3 piliers de l'être avec l'intelligence et la volonté. C'est une force active, pas un sentiment passif. Donc, dans sa logique, l'amour réel est un scalpel, pas un câlin. C'est une image parfaite. C'est un outil qui tranche, qui sépare ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, ce qui est intègre de ce qui est corrompu. Et la haine dans tout ça? Dans cette logique, même la haine n'est pas l'opposé de l'amour. C'est ce qu'il explique dans Se libérer de l'être. La haine, dit-il, provient du principe d'amour. C'est un outil du scalpel. Un mécanisme de défense, en somme. Un mécanisme de défense immunitaire pour se préserver de la corruption. Ce n'est pas une fin en soi, mais un instrument de protection de son intégrité. Alors, concrètement, comment on évite de tomber dans cet amour synthétique en devenant froid et dur avec tout le monde? Pas nécessairement. Selon sa pensée, on l'évite en refusant la facilité de la bienveillance aveugle et de la positivité de façade. Ça implique d'être capable de confronter ce qu'il nomme la corruption, d'abord en soi, puis chez les autres. Plutôt que de la masquer avec un optimisme forcé. C'est ça, le but n'est pas d'être gentil, le but est d'être juste. Et ça peut passer par des actes qui, vus de l'extérieur, peuvent sembler durs, froids, voire violents. Cette idée d'un amour qui tranche pour préserver l'intégrité, ça semble directement lié à la notion centrale de toute sa philosophie, savoir se situer. Comment les deux s'articulent ? Elles sont intimement liées. Savoir se situer est l'action fondatrice, le prérequis absolu à tout le reste. Sans un diagnostic clair et précis de sa propre position, impossible de trouver le juste équilibre orgueil-humilité. Et encore moins de pratiquer cet amour réel. Exactement. Sans ce positionnement, toute action est soit inutile, soit carrément dangereuse, parce qu'on agit à l'aveugle. C'est ce qui différencie un agent conscient d'une victime passive. Ok, mais quand il dit dans la vidéo « savoir se situer », qu'il faut imposer son épicentre à la trame, ça reste très abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Utilisons une analogie. Imagine que la réalité ambiante, la trame, est comme un courant d'eau puissant qui vous emporte. D'accord. La plupart des gens se laissent dériver, ballottés par les opinions, les émotions, les attentes. Ils sont définis par le courant. Ils sont le courant. Voilà.
Imposer son épicentre, c'est comme planter fermement un bâton au fond de la rivière. Ça ne stoppe pas le courant, mais ça crée un point fixe, un point de référence qui est le vôtre, qui vient de votre centre. Ah, d'accord. Donc se situer, ce n'est pas juste regarder une carte et dire « je suis ici », c'est refuser d'être un simple bouchon de liège et affirmer sa propre position. Exactement, c'est refuser d'être défini par l'extérieur. Et c'est pour ça que la vidéo Créer son destin insiste sur le fait que c'est existentiellement vital de se positionner. Il ne suffit pas de savoir où l'on est. Non, il faut savoir ce que l'on est à cet endroit précis. C'est cette connaissance de sa propre nature au sein d'un contexte qui permet d'agir de manière juste. Sans ça, comme il le dit, on reste une créature corrompue. Un animal qui génère de la corruption sans même le savoir. Souvent en croyant bien faire en plus. C'est ça le pire. Et que est l'outil pour faire ça? Ce n'est ni la pensée, ni l'émotion, si j'ai bien compris. Il parle de ressenti vibratoire. Oui, et il est très catégorique là-dessus. La source ressentie qualifie la pensée d'esclave et l'émotion de martyr. Elles sont trop influençables, trop liées à la trame extérieure. Ok, elles ne sont pas fiables. Pas faible. Pour lui, l'unique boussole, c'est ce fameux ressenti vibratoire. Pour le rendre plus concret, c'est un peu comme entrer dans une pièce et sentir immédiatement que l'ambiance est tendue. Même si tout le monde sourit. Voilà. La pensée analyse les sourires et dit « tout va bien ». L'émotion réagit peut-être à un malaise, sans comprendre pourquoi, mais le ressenti, lui, capte la vibration sous-jacente, la tension réelle. C'est une perception directe, non mentale. C'est de ça qu'il parle. La question clé qu'il pose, où te situes-tu, appelle une réponse qui vient de ce canal et non de l'intellect. Donc si je rassemble tout, savoir se situer est l'acte de lucidité par excellence, le point de départ absolu. Oui, C'est cet acte de diagnostic interne, basé sur ce ressenti, qui permet ensuite de trouver le bon équilibre entre l'orgueil et l'humilité. c'est ça. Et c'est seulement après ça qu'on peut espérer pratiquer cet amour réel, parce qu'on sait ce qu'on protège et contre quoi on le protège. Tout découle de cet acte initial. C'est la clé de voûte qui tient tout l'édifice. Sans cet acte, les autres concepts restent des idées abstraites. C'est le passage de la théorie à la pratique, de la passivité à l'action consciente. Ok, résumons le parcours qu'on vient de faire. On est parti d'une redéfinition de l'humilité et de l'orgueil, non pas comme des comportements, mais comme une forme d'honnêteté interne radicale sur notre double nature. Ensuite, on a vu que l'amour synthétique est le piège d'une positivité illusoire et dépendante. L'amour réel, à l'opposé, est une force libre, parfois brutale, qui a pour seul but la préservation de l'intégrité. Et enfin, on a compris que savoir se situer, via ce fameux ressenti vibratoire, n'est pas une simple prise de conscience, mais l'acte fondateur, le point de départ absolu qui conditionne tout le reste. Absolument. Et si on prend un peu de recul, tout cela soulève une dernière question, une pensée un peu vertigineuse pour la route. Ah, L'auteur insiste sur l'importance de se situer avec une précision absolue, de planter son bâton fermement dans le lit de la rivière. Mais en même temps, il martèle dans de nombreuses vidéos que, ici, il n'y a pas de vie. que le monde dans lequel nous sommes est le tombeau de l'éternité. Exactement. Ce qui amène à une question profondément paradoxale. Comment trouver une position juste et pleine de sens au sein d'une réalité décrite comme fondamentalement illusoire et morte? Quel est le sens de se situer avec tant de précision? Dans un tombeau.